Bonsoir, voici les titres de ce journal. L'industriel Serge Dassault, condamné par la justice belge pour corruption active lors d'un marché d'armement à 2 ans de prison avec sursis. Bruno Maigret exclu du bureau exécutif du Front National. Les amis de Jean-Marie Le Pen font le ménage. Après le raid israélien au sud Liban qui a provoqué la mort d'une femme et de ses 6 enfants, le Hezbollah tire des roquettes sur le nord d'Israël. À Bordeaux, entre 1985 et 1994, certains vins étaient contaminés et avaient un goût de bouchon. Les exploitants ont gardé le silence. Le joueur de tennis tchèque Petr Korda s'était dopé à la nandrolone lors du tournoi de Wimbledon, première révélation de dopage dans le monde du tennis. Le dessinateur Raymond Brix et son Père Noël bien particulier, derniers albums de Raymond Brix et derniers dessins animés. À Bruxelles, les magistrats de la Cour de cassation ont déclaré coupable de corruption l'ancien secrétaire général belge de l'OTAN, M. Willy Claes, et l'industriel français, M. Serge Dassault. Corruption passive pour l'un, corruption active pour l'autre. Et un verdict de 3 et 2 ans de prison avec sursis respectivement. Ces actes de corruption sont donc avérés dans le cadre de marchés d'armement. Explication Olivier Caroff, Marianne Masse et Dominique Masse. Dans le chef de Serge Dassault, au fait qu'il est un des instigateurs de la corruption, que les pratiques employées pour l'acheminement des fonds relèvent de l'inacceptable, condamne le prévenu Serge Dassault à un emprisonnement de 2 ans. Ce verdict, assorti d'un sursis, Serge Dassault a préféré ne pas avoir à l'entendre. Arrivé tôt ce matin à Bruxelles, au dernier jour d'un procès pour corruption dont il fut 2 mois et demi durant la vedette, le patron de Dassault Aviation a obtenu de quitter la Cour de cassation belge avant que sa condamnation ne soit connue. 2 ans de prison avec sursis et une faible amende pour corruption active. La décision est sans appel et ses avocats le savent. Non, aucun commentaire. Condamné plus lourdement encore, 3 ans de prison avec sursis, Willy Claes, l'ancien secrétaire général de l'OTAN. La justice le considère comme l'un des principaux responsables de cette affaire de pot de vin qui aura conduit une dizaine de socialistes wallons et flamands dans le box des accusés. Le Parti socialiste n'a commis un acte de corruption. Nous avons reçu de l'argent, oui. Mais fausser un marché pour recevoir de l'argent, non. Le marché en question, c'est à la fin des années 80, un contrat d'1 milliard de francs pour moderniser les avions de chasse belges. Le groupe Dassault a versé 20 millions de francs de commissions occultes pour l'obtenir. Une somme que la justice retrouve presque par hasard. À l'époque, elle enquête sur l'assassinat d'un vice-premier ministre socialiste. Elle découvre une première affaire de corruption pour l'achat d'hélicoptères italiens Agusta. L'enquête démontrera que Dassault Aviation a utilisé le même circuit pour verser ses pots de vin. Pendant le procès, Serge Dassault a toujours nié avoir été au courant de telles pratiques. Au Front National, comme il était prévisible, Jean-Marie Le Pen n'a pas faibli. Le bureau exécutif a décidé d'exclure 7 membres, dont Bruno Maigret, ancien délégué général. Cette décision entérine la scission de fait du Front National et ouvre la probabilité d'une rivalité Le Pen-Maigret lors des prochaines élections européennes. Reportage Michael Darmon, Virgile Liado. L'affichette donne le ton. Le siège du Front National à Saint-Cloud est désormais le territoire exclusif de Jean-Marie Le Pen. Et quand ce dernier arrive pour le bureau exécutif transformé en commission de discipline, le sort réservé à Bruno Maigret est facile à deviner. C'est une des fonctions quelquefois difficiles, qui aime bien, châtie bien. Jean-Marie, bonjour ma belle, je suis avec vous, Jean-Marie. La langue est de bois et la réunion à huis clos, mais cette habituée du lieu, elle, est plus directe. C'est lui qui va gagner. Entre Maigret et tous les autres, les traites. Et 3 heures plus tard, Bruno Gollnisch annonce le verdict. Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou et ses lieutenants sont exclus du Front National, avec un petit rappel sur la nature véritable du parti. Le Front National, nous disait-on, n'est pas un parti comme les autres. En effet, il n'est pas un parti comme les autres. Il est un parti qui aspire à rétablir l'ordre en France, et nul ne comprendrait qu'il ne rétablisse pas d'abord l'ordre dans ses propres rangs. Une heure plus tôt, les maigretistes apportaient leur réponse dans ces cartons. 14 000 signatures de militants demandant un congrès, dont 9 500 certifiés par huissier. Et bien sûr, ils ont ignoré la convocation au paquebot, le surnom du siège lepéniste.
Nous ne nous sommes pas rendus au paquebot qui est en train de devenir, comme l'a expliqué Serge Martinez, le vaisseau fantôme, à moins que ce ne soit la nef des fous. La fracture du FN est visible maintenant dans les assemblées régionales. Le péniste d'un côté, maigretiste de l'autre. Des maigretistes qui veulent lancer leur propre liste pour les européennes, avec Marie-Caroline Le Pen en bonne place. Une taxe sur les logements vacants sera applicable dans 8 grandes villes de France, Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier, Nice et puis l'agglomération Cannes, Grasse et Antibes. Ces 8 villes et agglomérations totaliseraient près de 600 000 logements inoccupés. L'objectif de la taxe, décidée par le gouvernement, est de remettre sur le marché ceux qui sont délibérément laissés vacants par leurs propriétaires. Explication Elsa Margou avec Éric Delagneau. Cet immeuble parisien est vide depuis 4 ans, le permis de construire n'est même plus valable. En France, on estime à 2 millions le nombre de logements vacants, dont un tiers concentrés dans 8 agglomérations. Ce sont ces 8 villes et les communes voisines qui sont concernées par cette taxe. Elle sera imposée dès le 1er janvier aux propriétaires de logements laissés délibérément vides, sans justification et depuis au moins 2 ans. Montant de cette taxe, 10% de la valeur locative pour la première année d'imposition et jusqu'à 15% au bout de 3 ans. Un nouvel impôt destiné à améliorer le sort de près de 2 millions de personnes actuellement mal logées. On peut espérer qu'il y a un nombre important de logements vides qui vont revenir sur le marché. Maintenant, toute la question qui va se poser, c'est à quel prix seront loués ces logements et permettront-ils à des ménages à très bas revenus, ceux qui sont aujourd'hui en difficulté dans notre pays, de se loger convenablement. Et là, malheureusement, le gouvernement n'a pas prévu de disposition pour ça. Bon nombre de propriétaires devraient par ailleurs échapper à la taxe. Ceux dont le logement est à vendre, ou bien à louer mais qui ne trouvent pas preneur, ou encore les propriétaires qui n'ont pas les moyens d'effectuer les travaux de rénovation. Ceux-là pourront même toucher une prime de 20 000 francs s'ils réhabilitent leur logement en vue de le louer au prix du marché. Enfin, il suffira d'occuper un appartement pendant seulement 30 jours consécutifs par an pour être exonéré de ce nouvel impôt. Alors pour apprécier les raisons de cette taxe sur les logements vacants, sans préjuger de son efficacité, voici un exemple constaté dans l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes avec le reportage de Yasmina Farber et Diane Richard. Ce 3 pièces du Canet ne trouve pas de locataire depuis 7 mois. Les prix du marché ont changé. L'investisseur dans ce programme neuf va devoir revoir le loyer à la baisse. Même problème dans ce bâtiment plus ancien. Le propriétaire ne souhaite pas moderniser son appartement, vide depuis cet été. À long terme, la taxe sur les logements vacants pourrait les toucher, mais les professionnels sont confiants. Je ne pense pas qu'on soit très concerné parce que les appartements restent vacants plusieurs mois, voire 1 an, rarement plus parce que les propriétaires prennent une décision quand même efficace afin d'éviter d'alourdir leurs impôts ou leurs charges le cas échéant. Contrairement à la région parisienne, les logements vacants de l'agglomération cannoise ou de Nice sont rarement des complexes, propriétés de gros investisseurs. Ici, beaucoup de retraités ont voulu investir dans la pierre pour un complément financier. Mais les propriétaires ne trouvent plus de location rassurante. Ils ont tellement été échaudés, tellement de fois ils ont eu des locataires qui sont partis à la cloche de bois, leur laissant un arriéré locatif très important, que maintenant ils hésitent, ils essaient de trouver un locataire solvable. Et bien souvent d'ailleurs ils sont trompés, hein. Ils croient qu'il est solvable, il n'est pas solvable. Et c'est peut-être une des raisons aussi où l'on trouve à côté de la vacance subie, la vacance un peu voulue. Pour recenser les logements vides, les services fiscaux des Alpes-Maritimes ont compté les propriétaires qui ne payent pas la taxe d'habitation. Ils sont 120 000 dans les agglomérations concernées, près d'un 5e du parc immobilier. Les logements à la vente ne seront pas taxés. En revanche, selon les professionnels, les acheteurs potentiels risquent d'être freinés par cette nouvelle mesure. Et puis la grève des soins non urgents lancée à l'appel de 2 syndicats de médecins commençait aujourd'hui et se prolongera jusqu'au 4 janvier. Ce mouvement qui concerne surtout les spécialistes est à l'initiative de la CSMF et de la FMF, Confédération syndicale des médecins français, Fédération des médecins français. Ces 2 syndicats contestent le système de sanctions financières destiné à contenir les dérapages de dépenses de santé. Madame Aubry doit réouvrir une concertation au mois de janvier. Au sud Liban, c'est un missile air-sol israélien qui a détruit la ferme où vivait une mère de 35 ans et ses 6 enfants. Les obsèques des victimes ont été célébrées à Baalbek, dans l'est du Liban, et en représailles, le Hezbollah a multiplié les tirs de roquettes en territoire israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé des ripostes. Commentaire Maryse Burgo. Ce matin, le sud Liban enterre ses morts, une mère de famille et ses 6 enfants âgés de 1 à 16 ans.
Mort à Israël, mort aux États-Unis, le cortège scande les traditionnels slogans du Hezbollah. C'est l'un des camps d'entraînement de ces combattants chiites que visait hier soir l'armée Israël, mais les bombes ont touché une ferme voisine, tuant toute une famille. La vengeance de ces hommes était prévisible, malgré le mea culpa dès hier du gouvernement israélien. Ce qui s'est passé quand une bombe a touché une famille de civils est extrêmement regrettable et Israël a présenté ses excuses pour cela. C'était évidemment une faute, une erreur humaine. Ce matin, le Hezbollah vengeait pourtant les morts de Baalbek par des tirs de roquettes sur 3 localités du nord d'Israël. 13 Israéliens ont été blessés par ces tirs de représailles, plusieurs bâtiments touchés de plein fouet et la population du nord de l'État hébreu est aujourd'hui sous le choc. Benyamin Netanyahou est d'ailleurs venu cet après-midi constater les dégâts. Le Premier ministre israélien adopte alors la même attitude que le Hezbollah et promet que ces tirs ne resteront pas impunis. On peut alors craindre l'escalade. En 1996, les Israéliens et le Hezbollah s'étaient pourtant promis d'épargner les populations civiles dans cette guerre du Sud-Liban. En Algérie, pendant le Ramadan, les affrontements entre forces de l'ordre et terroristes présumés islamistes continuent. 40 maquisards islamistes auraient été tués dans la province d'Ain Defla, au sud-ouest d'Alger. Depuis samedi, on compte 270 morts, dont des gendarmes. Et puis près de Tlemcen, des munitions, des armes ici ont été découvertes par l'armée algérienne. En Irak, les autorités appellent les donateurs étrangers à faire campagne pour la levée de l'embargo, embargo imposé depuis 1990. Côté diplomatique, les autorités irakiennes ont interdit le décollage et l'atterrissage des avions de l'ONU sur son territoire. Et puis le personnel humanitaire a dû venir de Jordanie par la route. Mais les convois alimentaires ne sont toujours pas là et la vie des Bagdadis s'organise vaille que vaille selon les prix et les produits proposés dans les rues. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Jean-François Renou. On les croise parfois dans les rues de Bagdad, ce sont les camions des entreprises gouvernementales qui distribuent des produits de première nécessité, à des prix défiant toute concurrence. De l'huile, du savon, du beurre, de la lessive. En ce début de Ramadan, les autorités irakiennes ont fait un effort pour faire oublier les bombardements américains et la flambée des prix. La reprise du programme pétrole contre nourriture va bien les aider. Moi, je préfère m'approvisionner dans les camions du gouvernement. C'est beaucoup moins cher qu'au marché. Car les marchés ne crient pas misère, on trouve des produits, mais à quel prix? Les fruits, par exemple, viennent d'Équateur, transitent par la Jordanie et font ensuite 1000 km en camion pour venir jusqu'ici. Les classes supérieures de la société irakienne peuvent s'offrir cela si elles ont la chance de posséder des dollars à la maison. Seules les dattes viennent d'Irak et sont abordables pour la population. Pour le reste, c'est un luxe qui fait rêver les petits vendeurs. Un peu de riz et de farine viennent également d'Irak, mais c'est insuffisant. Dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture, il faut faire venir du riz du Vietnam, très cher, quand les prix ne sont pas subventionnés. Les stocks de farine ne suffisent pas aux boulangers pour satisfaire tout le monde, et les prix ont flambé. Le pain coûte 25 fois plus cher qu'au début de l'opération Pétrole contre nourriture en 1993. Il n'y en a pas pour tout le monde. L'Irak vend pourtant 10 milliards de tonnes de pétrole par an pour avoir à manger. Bagdad en tout cas ne manque pas d'essence. Les bombardements des raffineries dans le sud du pays n'ont pas provoqué de ruée sur les carburants. Même si tout le monde ne roule pas en voiture, la place de la Révolution est souvent encombrée dans l'heure qui précède la rupture du jeûne du Ramadan. Mais c'est pendant le repas du Ramadan que Bagdad redécouvre une autre pénurie, celle de l'électricité, coupée 4 à 5 fois par jour. Malgré cela, les Irakiens sont satisfaits de l'accord pétrole contre nourriture, les Américains aussi d'ailleurs, et parlent d'élargir ce programme malgré leur bras de fer avec l'Irak. À Londres, un peu de remous politique autour de Tony Blair. L'un de ses plus proches collaborateurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Peter Mandelson, a démissionné. À l'origine de cette démission, une histoire de prêt accordé par le trésorier payeur général. Celui-ci a également démissionné. Le prêt serait de complaisance. Le nouvel accord sur l'ARP, ARPE, c'est-à-dire le système pré-retraite contre embauche que nous vous annoncions dès hier soir, a été conclu par le patronat et les syndicats. La CGT dira la semaine prochaine si elle signe ou non ce nouveau texte qui reconduit pour un an le système actuel en l'étendant à ceux qui ont commencé à travailler très tôt. En détail, voici ce que cela donne avec les commentaires de Pascal Golomer.
Vous aurez 58 ans en 1999, vous aurez cotisé au moins 40 ans à la sécurité sociale, vous pourrez donc partir en pré-retraite, à condition que votre employeur embauche un jeune salarié à votre place. Vous toucherez 65% de votre dernier salaire brut jusqu'à votre retraite à 60 ans. Mais désormais, l'ARP sera élargie aux salariés de 57 ans, s'ils ont travaillé dès l'âge de 15 ans et s'ils ont cumulé 42 ans de cotisation. Aux salariés de 56 ans, s'ils ont travaillé dès l'âge de 14 ans et s'ils ont cumulé également 42 ans de cotisation. En revanche, ceux qui justifient de 43 ans de cotisation pourront partir en pré-retraite à partir de 55 ans seulement. Jusqu'alors, il n'y avait pas de condition d'âge. 45 000 salariés pourront bénéficier de ces différents dispositifs dès 1999. Coût pour l'UNEDIC, 12,5 milliards de francs jusqu'en 2004, qui viennent s'ajouter aux 31 milliards déjà programmés pour financer le dispositif précédent. Depuis 1995, grâce à l'ARP, 125 000 salariés sont partis en pré-retraite et 115 000 jeunes ont été embauchés. D'ici le 1er janvier 1999, le compte à rebours pour la monnaie européenne, l'euro, n'est pas très facile à gérer pour les commerçants. Il leur faut préparer un double étiquetage. C'est parfois un véritable casse-tête de chiffres, mais de toute façon, d'ici 2002, il faudra bien s'y faire. Et chacun, dans son secteur d'activité commerciale, prend des dispositions, comme le montre ce reportage d'Émilie Lançon et Pascal Puyot. Pour le passage à l'euro au 1er janvier, ce jeune boucher veut que tout soit prêt. Ses tickets de caisse proposent déjà des prix en francs et en euros, et il devrait bientôt recevoir de nouvelles affichettes. Pour les prix, il a tranché, les conversions se feront au centième d'euro près. Non, je ne veux pas arrondir, on laissera tel quel les étiquettes. Disons que tel que sera le taux de change, on appliquera le taux de change au centime près. Mais pour d'autres, le casse-tête vient de commencer. Comment obtenir des prix ronds, des prix vendeurs se terminant par des 5 ou des 9 quand les conversions francs-euros donnent plusieurs chiffres après la virgule. Exemple, pour un magazine vendu 6 francs 50. On atterrit pile entre 0,99 € et 1 €. Et dans un cas, si on se met à 1 €, c'est le consommateur qui potentiellement est pénalisé. Si on se met à 0,99 €, c'est nous qui perdons de l'argent. Et sur les diffusions que j'ai évoquées, ça fait beaucoup d'argent en fin d'année. Si chez Prisma rien encore n'a été décidé, d'autres pensent déjà avoir la solution. On va adapter l'équipement du véhicule en fonction du prix qu'on cherche, c'est-à-dire par exemple rajouter pour 200 € des coussins latéraux de protection. Perdu dans ses repères, comment le consommateur va-t-il réagir? Soit je me réfugie dans les marques que je connais très bien, soit je vais chercher le prix qui apparemment me paraît le moins cher, soit je réduis ma consommation en attendant d'avoir appris la langue. Maîtriser la langue de l'euro n'est pas tout. Sommes-nous sûrs que les distributeurs n'en profiteront pas pour augmenter leurs prix? En tout cas, aujourd'hui, un tiers des Français ne leur font pas confiance. À Dakar, hier, lors de la dernière journée de la conférence panafricaine sur femmes et sida, il a été indiqué que 13 millions de femmes sont atteintes de sida en Afrique subsaharienne. C'est effectivement dans les pays en développement que l'on trouve 95% des malades. Mais c'est dans les pays du Nord que les efforts de recherche sont les plus importants. Un nouveau médicament pour le traitement du sida a été approuvé pour la vente aux États-Unis, tandis qu'il était question d'un vaccin testé sur plusieurs milliers de personnes. Mais il ne faut surtout pas donner de faux espoirs. Explication Jean-Daniel Flézac. On appelle cela de la médecine spectacle. Le héros, c'est Troy Masters, et devant les objectifs, ce volontaire se fait inoculer une préparation censée devenir un vaccin contre le virus du sida. 5000 Américains et 2000 Thaïlandais en feront de même pour réaliser une évaluation du produit avant une éventuelle commercialisation. Le problème, c'est que le vaccin développé par la société VacGen est très loin de faire l'unanimité. Les résultats préliminaires de ce vaccin étaient si décevants que l'Institut de la Santé des États-Unis avait en 1994 cessé de collaborer à l'étude. Mais aujourd'hui, le gouvernement américain revoit sa position et participe aux essais. Une décision qui choque nombre de scientifiques à travers le monde. Je pense qu'il y a évidemment des arguments commerciaux pour faire ça. Je pense aussi qu'il y a des stratégies qui sont des stratégies politiques que nous n'avons pas clairement en France de cette façon. Il y a dans notre pays une autre politique qui amène à prendre des décisions qui font suite à toute une progression scientifique. Et cette décision est à la limite, pour moi, du scandale. Et le virus du sida a divers aspects. En Asie, les souches sauvages que l'on rencontre ne sont pas bloquées par ce vaccin.
Il n'est pas impossible alors que certains volontaires thaïlandais se croyant faussement protégés se contaminent. D'ailleurs, aux États-Unis, 30 volontaires qui participaient à un essai du même genre ont contracté le virus du sida. Dans une enquête publiée par nos confrères Que Choisir et L'Express, il est révélé une maladie du vin de Bordeaux. Plus exactement, le fait qu'à partir de 1985 jusqu'en 1994, dans la plus grande discrétion, un traitement du bois, celui des charpentes déchets par exemple, aurait contaminé le vin en lui donnant un goût de bouchon. Tout serait aujourd'hui rentré dans l'ordre, mais les dégâts causés étaient restés bien secrets. Enquête Éric Perrin, Philippe Dumeil. Voici l'homme qui a sans doute permis d'éviter le pire. Pascal Châtonnet dirige une société spécialisée dans l'analyse et le contrôle de bouchons. C'est donc tout naturellement qu'il se penche en 93 sur le problème qui se pose alors à la profession. Des échantillons de vin prélevés dans des cuves inox, c'est-à-dire avant la mise en bouteille, présentaient des goûts de bouchons, de moisi. En 1994, ces analyses prouvent que ces goûts désagréables sont provoqués par les produits utilisés pour traiter les bois et charpentes dans les chais à barriques. Personne n'avait alors imaginé ce problème de contamination aérienne. On peut dire qu'il est quasiment résolu puisque toutes les études qui sont réalisées sur le marché, sur les vins commercialisés, ne permettent pas de détecter des quantités significatives de vins contaminés ou altérés. D'ailleurs, les analyses réalisées par certains journalistes montrent qu'effectivement, ces pollutions sont relativement anecdotiques. Mais le mal fut si important que certains grands châteaux ont dû reconstruire de nouveaux chais. Quoi qu'il en soit, en quelques années, la place de Bordeaux a réagi efficacement, mais aussi très discrètement en ce qui concerne le grand public. À croire qu'un consommateur informé peut être un consommateur effrayé. On a été discret parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas d'alerter le consommateur, mais de prévenir des gens qui étaient un petit peu désemparés, parce que certains ont vu apparaître des goûts de bouchons anormaux. Car aujourd'hui, les solutions existent. Exemple dans cette propriété victime d'une attaque de termites. Grâce à ce papier et un appât empoisonné, la termitière va être détruite sans utilisation comme auparavant de produits chimiques en grande quantité. On aurait utilisé à peu près 3 tonnes de produits dilués sur un bâtiment de 1000 mètres carrés environ. Là actuellement on va utiliser une dizaine de grammes de produits. Reste que des bouteilles avec ce goût de bouchon, sans aucun danger pour la santé, sont toujours en circulation. N'hésitez donc pas le cas échéant à faire changer la bouteille à la propriété. Décision judiciaire de remettre en semi-liberté Madame Marie-Elisabeth Consboul. Celle-ci avait été condamnée en mars 1994 pour complicité d'assassinat. Elle était accusée d'avoir fait tuer son gendre, l'avocat Jacques Perrault, en décembre 1985. Madame Consboul a toujours nié les faits pour lesquels elle a été condamnée. À Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, la rubrique faits divers et criminalité s'enrichit semaine après semaine depuis le mois de septembre. On en est à une 14e victime de règlement de compte dans le milieu marseillais avec l'assassinat hier en pleine rue d'un homme qui était connu, comme on dit, des services de police pour proxénétisme et association de malfaiteurs. C'est un climat de règlement de compte avec comme enjeu les machines à sous, la drogue, la prostitution et le racket. Reportage Jacques Cardoz, Vincent Desombres. 14 balles pour la 14e victime. Une exécution aux allures d'exemple, estime la police. L'homme tué hier soir était connu des enquêteurs pour avoir été condamné dans une affaire de proxénétisme. Pas vraiment un caïd de la pègre, plutôt un homme de main. Comme les 13 autres victimes d'une série de règlements de compte qui a débuté en septembre dernier. Pour les enquêteurs, la plupart de ces assassinats sont l'œuvre de voyous chargés d'exécuter pour le compte de leur chef, aujourd'hui exilé. Les caïds marseillais vont s'installer à l'étranger, notamment en Espagne, et de leur nouvelle terre organisent ces trafics avec l'aide de second couteau chez nous. Donc il y a une évolution bien entendu du banditisme. Je dirais qu'il y a une évolution chez nos adversaires, une évolution intelligente du banditisme. Les motifs de ces règlements de compte sont divers. Mauvais partage des butins, mainmise sur des machines à sous occultes ou renseignements mal compris. Toutes les affaires ne sont pas liées, même si pour partie ce sont les restes d'un clan qui sont aujourd'hui redistribués. Roland Abriol, l'inspecteur en retraite, fut chargé d'infiltrer le milieu dans les années 70. Pour lui, il s'assure toujours les mêmes ressources financières, même si le domaine du jeu dans les bars est aujourd'hui privilégié au détriment du proxénétisme. Il y a certains établissements de nuit, des établissements de nuit qui sont rackettés ou qui appartiennent même à certains membres du milieu, ce par personne interposée, c'est une évidence. Le banditisme ne rend jamais ce qu'il a pris. C'est le principe des vases communicants. Si un caïd disparaît, un autre le remplace.
14 assassinats en 4 mois, rien à voir avec les vieilles guerres des gangs des années 70. Même si aujourd'hui personne ne peut savoir jusqu'où ira cette série. Pour faire suite à l'information livrée hier dans cette édition concernant un Algérien de Toulouse, âgé de 37 ans et menacé de reconduite à la frontière, le ministère de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Queyral, le ministre de l'Intérieur par intérim, a fait savoir qu'il a demandé au préfet de Haute-Garonne de mettre fin au placement en rétention administrative de M. Mocretard et de le convoquer pour un réexamen de sa situation. Cette fois, c'est le tennis qui est atteint par le dopage. Ce sport est plutôt en retard, question contrôle. Aussi, le cas du Tchèque Petr Korda, contrôlé positif à la nandrolone lors du dernier tournoi de Wimbledon, est-il symbolique? Korda a assuré qu'il avait pris cet anabolisant à son insu et les autorités du tennis ont été indulgentes. Commentaire Christelle Bertrand. Battu, mais positif. Juste après sa défaite en quart de finale de Wimbledon, Petr Korda a été contrôlé positif à la nandrolone, un anabolisant. Le tennis n'est donc pas épargné par le dopage. Un joueur de tennis peut se doper. On sait que les contrôles antidopage sont dans la quasi-totalité des cas inefficaces si on se dope intelligemment. Donc il est évident que dans le tennis, comme pour tout autre sport, on peut passer à travers des contrôles antidopage tels qu'ils sont faits actuellement. Mais voilà, Korda s'est fait prendre. Le joueur n'a donné qu'une seule explication à la Fédération internationale de tennis. S'il a pris de la nandrolone, c'est à son insu. On a déjà entendu cela quelque part. Mais la Fédération internationale l'a cru. Seule sanction, Petr Korda a rendu les gains et les points gagnés à Wimbledon. Du coup, le joueur tchèque continue à jouer et à gagner. Aussi curieux que cela puisse paraître, Korda n'a eu aucune sanction sportive alors que le comité international olympique l'aurait suspendu 1 an. La quantité de nandrolone contenue dans le corps de Korda n'a, elle, pas été révélée. À l'époque du contrôle, Korda est au sommet de sa carrière. Oubliez les blessures, balayez les nombreuses contre-performances, il gagne les internationaux d'Australie et il se retrouve numéro 2 mondial. Peut-être une coïncidence. La nandrolone améliore les capacités d'entraînement, augmente la confiance en soi, recule le seuil de la fatigue, stimule la volonté et l'agressivité. Dans 5 millions d'années, la Méditerranée devrait en grande partie disparaître sous l'effet d'une double poussée de plaques faisant émerger une montagne. Pour la première fois, une équipe de chercheurs de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est descendue à 2000 mètres de profondeur à bord d'un petit sous-marin, le Nautile. L'opération s'appelle Medinaut et les images exclusives que vous allez voir sont donc celles de l'origine d'une profonde modification de l'ensemble méditerranéen à prévoir dans 5 millions d'années. Explication Malbonan avec Christophe Vignal. C'est un univers complètement inconnu, avec pourtant une impression de déjà-vu. Un monde où des galaxies célestes sont en réalité de gigantesques voiles composées de milliards de bactéries. Jusque-là, aucun équipage n'avait osé s'y aventurer. Bien loin de l'espace, un voyage au fond de la Méditerranée à 4000 mètres de profondeur pour rechercher une chaîne de montagnes naissantes. Car au fond de l'eau, en silence, c'est bien un combat de titans qui se déroule en ce moment même, en déchirant les roches comme de simples feuilles de papier. L'affrontement de 2 plaques tectoniques qui, au rythme de 2 cm par an, rapprochent l'Afrique de l'Europe pour faire disparaître la Méditerranée dans 5 millions d'années. À sa place, un monstre, une chaîne montagneuse qui a déjà poussé de quelques centaines de mètres sous forme de volcan de boue. Et ce que l'on observe avec beaucoup d'intérêt à la surface de ces volcans de boue, c'est la présence de grosses roches de plusieurs tonnes, de plusieurs mètres cubes, et on pense que ces roches ont été mises en place, ont été remontées de 2 à 3 km sous le fond de la mer par des éruptions effectivement assez violentes de boue. Grâce à l'imagerie acoustique, sorte d'échographie sonore, les scientifiques ont pu reconstituer la zone en 3 dimensions. Plus de 200 volcans comptabilisés, tous vraisemblablement en activité. Mais cette mission Medinaut a amené d'autres découvertes, d'autres surprises. Par exemple, la présence de ces taches noires, des lacs sombres dont le diamètre peut atteindre jusqu'à 10 km. Il s'agit en fait d'eau tellement salée qu'elle ne se dilue pas dans l'eau de la Méditerranée. Autre phénomène inattendu, à proximité de ces croûtes terrestres, dont le robot arrache quelques échantillons, beaucoup de gaz, et notamment de méthane, qui selon certaines hypothèses pourrait induire la présence d'hydrocarbures en très grande quantité, des réservoirs de pétrole dans le socle méditerranéen.
Place où on va analyser celui-là maintenant. D'une façon générale, la ride méditerranéenne reste une zone extraordinairement méconnue. On a très peu d'informations sur la structure profonde de cette ride méditerranéenne. On ne peut pas exclure la possibilité d'hydrocarbures en Méditerranée. Une zone où la vie animale a quand même pu naître, comme par exemple ces filaments blancs. Des vers marins vivant en bouée, comme des plantes. Des espèces pas encore répertoriées. Obsèque aujourd'hui à Saint-Louis-des-Invalides, à Paris, de M. André de Wavrin, alias le colonel Passy, le chef des services de renseignement gaulliste à Londres et compagnon de la Libération. Lionel Jospin a salué ainsi la mémoire d'André de Wavrin comme l'incarnation des valeurs de la résistance. Commentaire Sophie Mézel avec Pierre Moscovici. Je ne pourrais pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Nom de code, Passy, colonel Passy. Dans l'efficacité de la résistance française. André de Wavrin, qui joue ici son propre rôle au cinéma dans l'Armée des Ombres, fut l'une des figures les plus remarquables de la résistance. Un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. À la demande du général de Gaulle en 1940, ce polytechnicien de 29 ans mettait en place à Londres le Bureau central de renseignement et d'action, les services secrets de la France libre. Il n'y avait pas une compagnie allemande qui pouvait se déplacer en France sans que nous sachions exactement ni ce qu'elle faisait, ni où elle allait, ni nous connaissions même les noms de ses officiers, les noms des sous-officiers, leurs emplacements, etc. Ceci a joué un rôle considérable, naturellement, au moment du débarquement, parce que ça facilitait d'une manière extraordinaire le programme lui-même du débarquement. Aujourd'hui, à Saint-Louis-des-Invalides, c'est aux compagnons de la Libération, aux Grand Croix de la Légion d'honneur, que l'on rendait hommage. Et puis, comme de bien entendu, voici un Père Noël, celui d'un Anglais. Raymond Briggs, cet illustrateur britannique, a donné le jour à un Père Noël au nez rouge qui ne dédaigne pas la dive-bouteille et les plaisirs de la vie. Briggs fait rêver les enfants et souvent ses bandes dessinées sont devenues des dessins animés. Reportage Jean-Jacques Dufour, Bruno Giraudon. Si le Père Noël de Mr. Briggs, anglais pur souche et pur malte, a le nez et les pommettes rouges, ce n'est pas forcément à cause du froid. Pas de ce sanglant, non monsieur. Il aime bien l'été, sauf que quand c'est l'hiver, il est un peu... Frileux? Oui, plutôt. Bougon, détestant l'hiver, ne rêvant qu'aux vacances, le bonhomme a un côté travailleur fatigué qui ne doit rien au hasard, et oui, le papa de Raymond n'était qu'un modeste laitier. C'est de toute évidence un vieil homme qui fait un boulot salissant, tout seul, dans le froid, dans la solitude. Un boulot déprimant et cela fait des années que cela dure. Alors forcément, il n'arrête pas de se plaindre. Il en a marre. Croyez-moi, même avec des rennes magiques, c'est un sacré boulot. Surtout qu'avec sa corpulence, le coup des cheminées, c'est pas gagné d'avance. Je sais que s'il n'y a pas de cheminée qui passe par la porte, qui fait comme s'il était invisible. Et t'as une idée de la vitesse qu'il faut pour voyager dans le monde entier, pour donner tous ces cadeaux? Ouh là là là, une vitesse mais rapide, hein. Très rapide. Un soir. Ça en fait des millions heureusement qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais, des Pères Noël, moi, dans ma tête. Parce que s'il n'y en avait pas beaucoup dans ma tête, je me dis c'est impossible, quoi. C'est justement ce qui m'a fait arrêter d'y croire. Parce que quand vous réalisez la taille d'un seul pays, sans parler du monde entier, on peut vraiment se poser la question comment fait-il pour rendre visite à tous ces gens en une seule nuit? Mais avec un peu de poésie, on doit penser qu'il peut le faire. Anyway, quand on demande gentiment, il répond présent, ou alors, c'est qu'il s'est brûlé les pieds. Je demandais des ailes d'ange en jouet. De fées. Et toi, t'as demandé quoi au Père Noël? Moi, des livres et ça, il y a un truc, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. C'est un cadeau, c'est un ordinateur. Et ainsi, après avoir livré tous ses joujoux, l'homme en rouge pourra enfin partir en vacances. Mais clin d'œil, facétie de l'auteur, ce sera à Las Vegas. J'ai trouvé que Las Vegas était l'endroit idéal parce que là-bas il fait beau et chaud. Créer un Père Noël flambeur, bougon et fatigué, ce monsieur Briggs est décidément bizarre.
Apparemment, je ne suis pas le seul à le penser, puisque l'une de ses nièces a écrit « Raymond n'est pas une personne normale ». Et alors, vous croyez que ça le déprise ? J'ai trouvé cela merveilleux. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Et d'ailleurs, je le ferai graver sur ma tombe. Barjot ou pas, une chose est sûre, Brix a du talent et il fait rêver les enfants. Les petits comme les grands. Coincé ici, tout seul, dans le froid. Et puis pour suivre les recommandations du grand enfant Jean-Jacques Dufour, je vous présente quelques albums de Raymond Brix, Les vacances du Sacré Père Noël, Sacré Père Noël, tout ça c'est chez Grasset Jeunesse. Puis le dernier ouvrage de Raymond Brix, c'est Ethel et Ernest, une sorte de couple en grès moyen, mais très drôle, très joliment fait. Et puis avant de procéder au rappel des titres de cette édition, un clin d'œil au dessinateur Jean Plantu, dont le journal Le Monde publie chaque jour un dessin d'actualité. Et dans son édition qui est datée du 24 décembre, ce sont les dessins non publiés de Plantu, refusés pour toutes les bonnes raisons du monde, qui sont ainsi loyalement proposé. Et puis enfin, il y a le recueil de Planty qui s'appelle La France de paix. Voilà, rappel de quelques-unes des informations que nous avons développées dans cette édition. Tout d'abord, la décision des magistrats belges de condamner pour corruption active l'industriel français Serge Dassault à propos d'une affaire de vente d'armes. Au Front National, César exclubutus, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen exclut 7 membres du bureau exécutif, dont Bruno Maigret, du bureau exécutif du Front National. Et puis enfin, suite de riposte entre le Sud-Liban, le Hezbollah et les Israéliens, après la mort lundi d'une mère de famille et de ses 6 enfants. Il y a eu des tirs de roquettes du Hezbollah sur l'est d'Israël. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, le point route suivi avec Patrice Drevet, et puis ensuite David, un téléfilm biblique en 2 parties. À 0h10, le dernier journal sera présenté par Florence Duprat. À 7h50 demain matin, les 4 vérités. Marie-Pierre Farkas recevra Michel-Édouard Leclerc. Et puis à 13h, vous retrouverez Rachid Arad. À demain 20h. Bonsoir. Merci.